Bien, comme il est à peu près 18 heures, nous allons commencer. Donc, déjà, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Ça nous fait vraiment très plaisir avec Tamara Boussac qui est à ma droite. Alors, tout d'abord, je voudrais vous prévenir que Romain Huret, qui était initialement prévu, ne pourra pas être là. Il a été victime d'un empêchement. Et donc voilà, il s'en excuse auprès de vous. Et donc nous allons être tous les deux avec Tamara pour présenter, puisque c'est le sujet en fait de cette table ronde, nous allons présenter le livre de Tamara, l'affaire de Newburgh, aux origines du nouveau conservatisme américain, qui est un livre qui moi personnellement m'a passionné. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Nous allons donc, je poserai quelques questions à Tamara sur son ouvrage, sur sa méthode, et aussi sur quelques questions d'historiographie. Nous irons ensuite vers une discussion sur l'évolution du conservatisme américain à partir de cette affaire fondatrice jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, dans l'entretien que nous aurons à la fin, nous nous doutons bien que nous aurons sans doute quelques questions sur l'actualité présente et prochaine. Donc voilà. Avant de commencer, je laisse Tamara, donc, qui est l'autrice donc, de l'affaire de Newburgh aux presses de Sciences Po se présenter, et ensuite nous commencerons. Bonsoir à toutes et à tous. Merci effectivement d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Et merci à Corentin d'être là pour commenter ce livre. Donc, je suis docteur en histoire du HESS et maîtresse de conférences en études américaines à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et effectivement, c'est un livre qui est paru il y a à peu près 1 an et qui est issu de mon travail de thèse. Et je me réjouis que Corentin l'ait lu, l'ait apprécié et soit en mesure et enthousiaste pour le présenter ce soir. Alors, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots pourquoi. Donc, rapidement, évidemment, sans dévoiler trop de la fin du livre. L'affaire de Newburgh, donc, on est en 1961 dans l'État de New York, et les autorités locales de cette petite ville, de cette petite bourgade, ce point est important. Alors, en plein déclin démographique, les autorités locales décident de soudain restreindre considérablement l'accès à certaines formes d'assistance sociale, à la fois fédérale et locale. Et très rapidement, cette affaire prend un retentissement national, et on va dire les prémices du nouveau mouvement conservateur s'en empare pour dénoncer les assistés, ceux qui ne font rien, les parasites qui sont entretenus par une assistance sociale qui serait hors de contrôle, et qui s'empare donc de cette affaire, somme toute, très locale. Donc le livre porte là-dessus, et ce qu'il y a de passionnant, il y a 3 choses moi, qui m'ont vraiment passionné ici. Premièrement, c'est justement cette interpolation permanente entre le local et le national. C'est-à-dire que dans le livre, que je vous invite vraiment très fortement à lire, Tamara montre très bien comment une affaire qui, on va y revenir dans les premières questions, est relativement brève dans le temps, est vraiment ancrée dans une toute petite ville de l'État de New York, comment elle a une importance capitale, y compris dans le duel qui s'annonce à l'époque pour 1964 et pour la conquête de l'investiture du Parti républicain, donc actuellement le parti de Trump, le parti qu'aujourd'hui on appellerait conservateur, mais à l'époque c'était beaucoup moins net. Et comment cette affaire est saisie par les 2 favoris pour cette investiture de 1964, le gouverneur de l'État de New York, on va revenir longuement sur lui, Nelson Rockefeller, et son principal rival conservateur, Barry Goldwater, sénateur de l'Arizona. Donc ça, c'est vraiment la première grande qualité du livre, c'est de montrer sans arrêt dans la démarche historique comment on va du local au national et inversement. La deuxième chose,
c'est de mobiliser, et on y reviendra aussi dans le questionnement, c'est extrêmement plaisant à lire parce que il y a de mobiliser à la fois la ressource du dessin humoristique, du cartoon, qui est très essentiel dans le débat national médiatique qui, en 1961-1962, est autour de cette affaire de Newburgh. Et c'est très plaisant à lire parce qu'on passe de choses très savantes et très complexes et très intéressantes sur l'assistance sociale, la sécurité sociale américaine, et aussi comment les médias transposent ça, y compris dans les dessins, les cartoons qui utilisent les stéréotypes, les clichés, comment ils les véhiculent. Et ça, c'est vraiment très agréable. La troisième et dernière chose, parce que l'important c'est surtout que Tamara parle, donc la troisième et dernière chose que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est que c'est à quel point il est incroyablement contemporain. C'est-à-dire, et on s'en tiendra à l'exemple américain, quoi qu'on pourrait... c'est-à-dire comment, à partir d'une réalité qui n'existe pas, parce qu'on va y revenir, en fait, les autorités locales de Newburgh restreignent, conditionnent l'accès aux allocations sociales sur la présomption qu'il y a une fraude, qu'il y a des parasites, qu'il y a des personnes qui profitent. Mais les statistiques montrent le contraire. Et chacun s'invente sa réalité, voire sa vérité alternative. Et on voit bien là qu'il y a effectivement toutes les racines du nouveau conservatisme américain dont, et on en parlera à la fin, Trump est une énième déclinaison. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà là et le livre le démontre très bien. Et une fois posé cela, voilà, maintenant je voudrais donc poser quelques questions à Tamara. Et la première, c'est un peu l'évidence, c'est comment es-tu arrivé à t'intéresser à une affaire dont tu démontres très bien l'impact historique postérieur, et tu le mets vraiment très bien en lumière, mais c'est pas extrêmement connu, ça ne touche pas une grande ville, une grande métropole, ce n'est pas non plus un fait politique qui est dans tous les manuels. Donc comment en es-tu arrivé à Newburgh? C'est ça en fait, la première question. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors effectivement, c'est pas forcément un événement qui est très connu du grand public, et même y compris aux États-Unis. Néanmoins, chez les historiens, dans plusieurs historiographies, c'est quand même un événement qui est très souvent mentionné. Alors il n'y a jamais eu une monographie sur cet événement auparavant, mais de fait, voilà, si on lit des ouvrages d'histoire sociale, d'histoire de l'État-providence, aussi dans l'historiographie du mouvement pour les droits civiques dans le nord des États-Unis, c'est quand même un épisode qui est assez souvent mentionné de manière assez elliptique en fait. Au cours de quelques paragraphes. Donc, c'est à la fois un événement qui est très souvent mentionné et aussi très méconnu parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'enquête, effectivement, sur cette affaire de Newburgh. Néanmoins, effectivement, les historiennes, les historiens qui en ont parlé s'accordent tous à dire que c'est un événement fondamental, c'est vraiment un tournant dans l'histoire du conservatisme américain et surtout dans l'histoire de l'État-providence américain. Donc, l'idée, c'était vraiment de prendre au sérieux cet événement et de voir, en fait, pourquoi le décrire comme un événement aussi essentiel. Et là où moi je me suis vraiment intéressée à l'événement aussi, c'est grâce à une archive audiovisuelle en fait, qui est un documentaire produit en 1962 par la chaîne NBC, qui est une des grandes chaînes d'information aux États-Unis aujourd'hui encore, et qui produit un documentaire d'à peu près 1 heure sur les événements de Newburgh. Et en fait, ce documentaire est très intéressant et il est disponible sur YouTube. Donc, je l'ai visionné. Et effectivement, quand on regarde ce documentaire, tu as tout à fait raison, on est vraiment frappé par le côté extrêmement contemporain des questionnements de l'époque, effectivement sur l'assistanat, sur voilà, les parasites qui profiteraient du système social, et sur le fait qu'effectivement, toute une partie de la droite américaine se saisit très tôt de cet enjeu, dès 1961. Et ça, c'est quelque chose qui, chronologiquement, était assez intéressant aussi, de voir que, dès le début des années 60, ce type de discours commence à avoir pignon sur rue, alors qu'on l'associe plutôt, effectivement, à une période un petit peu plus tardive, peut-être à partir des années 70, notamment aux années Reagan. Donc, il y avait un décalage, effectivement, chronologique qui était assez intéressant.
Et là où, en fait, effectivement, il y a un peu une forme d'écart aussi dans l'analyse que j'en fais, c'est qu'effectivement, je parle d'une affaire de Newburgh, parce que pour m'intéresser à cet événement, je me suis beaucoup inspirée de la sociologie des affaires et des controverses françaises, notamment voilà, les travaux de deux sociologues qui s'appellent Cyril Lemieux et Damien Deblic, et qui, en fait, expliquent que les affaires sont importantes non pas à cause du conflit politique et social qu'elle cristallise à un moment donné, mais en fait pour leur effet transformateur à plus long terme. Et qu'effectivement, ce qui est intéressant dans une affaire, c'est de voir les nouveaux consensus, les nouvelles pratiques, les nouvelles croyances voilà, qui aboutissent, qui émergent après une affaire. Et dans un sens, même si voilà, ces événements, on peut en faire un récit très circonscrit dans le temps, 1961-1962, en fait, ce qu'ils expliquent très bien, c'est que l'affaire a quelque chose d'interminable, en fait. Et donc la temporalité de cette affaire et effectivement de la mise en place d'un discours conservateur sur l'assistanat, c'est quelque chose qui, en fait, dépasse la seule chronologie des événements de 1961-1962. Alors, une autre question, parce que surtout, tout le monde n'est pas familier, au cœur de la controverse, il y a deux notions dont tu montres bien l'opposition, parce qu'elles sont, j'allais dire, elles deviennent des marqueurs de chaque camp politique. C'est le welfare et le workfare, c'est-à-dire l'État-providence et le conditionnement de l'État-providence à un travail, c'est-à-dire qu'une allocation doit être liée à un travail rendu à la collectivité. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer en quoi cette opposition est centrale et combien ça devient justement un cheval de bataille entre conservateurs et libéraux, libéraux évidemment étant entendu ici au sens américain, c'est-à-dire la gauche? Oui, alors effectivement, welfare, moi j'utilise pas vraiment ce terme-là dans le livre parce que je traduis par assistance sociale, parce qu'effectivement, par le terme de welfare, en fait, on entend les programmes d'assistance sociale, notamment créés au moment du New Deal par la loi de sécurité sociale de 1935, qui sont en fait des programmes d'assistance donc à destination des pauvres, donc sur critères de ressources, et aussi sur critères sociaux à destination de catégories très spécifiques de la population. L'un des principaux programmes d'assistance sociale et qu'on appelle welfare à partir des années 60 notamment, c'est un programme qui s'appelle Aid to Dependent Children, qui va être renommé Aid to Families with Dependent Children, et qui en fait est à destination de femmes seules avec enfants à charge. Et en fait, c'est ce programme très spécifique qui compte de plus en plus de bénéficiaires en fait après 1945, qui va poser de plus en plus problème à beaucoup d'élus locaux, aussi à beaucoup d'élus fédéraux, qui vont vraiment s'intéresser à, se demander pourquoi est-ce que ce programme compte de plus en plus de bénéficiaires. Et l'une des explications données, ça va être que c'est parce qu'il y a de plus en plus de fraude, de plus en plus d'abus, que ce programme est de plus en plus perçu aux États-Unis. Le terme de welfare, en fait, à partir des années 60, en fait, il devient très péjorativement connoté. C'est une connotation extrêmement négative aujourd'hui encore aux États-Unis de parler de welfare. Quand on dit que quelqu'un touche le welfare, c'est presque insultant, en fait. C'est parce que ça a cette connotation très, très négative de ce qu'on appelle l'assistanat en français, de dépendre des ressources publiques. Ça a une connotation aussi de paresse, donc un fond moralisateur extrêmement fort. Donc aujourd'hui, effectivement, ce terme de welfare, il est vraiment à prendre avec des pincettes dans le débat public parce qu'il a une connotation très péjorative. À l'inverse, effectivement, le terme de workfare, donc c'est un néologisme qui apparaît à la fin des années 60 et qui donc est un mot valise entre work, le travail, et welfare, effectivement pour signaler le fait que qu'on soumet l'attribution, l'éligibilité au programme d'assistance sociale à des critères de travail, donc effectivement avec l'idée de devoir fournir des heures de travail en contrepartie de l'aide sociale qu'on reçoit. En réalité, là effectivement, où il y a une forme de dualité entre les deux approches, le fait est que même si le terme de workfare apparaît à la fin des années 60, on n'attend pas à la fin des années 60 pour que le principe de travail en contrepartie d'aide sociale existe, y compris dans les politiques fédérales états-uniennes, puisque moi ce que je montre, c'est que quand on regarde ce qui se passe au niveau des États, et en fait quand on décentre un petit peu le regard de la politique nationale à la politique plus locale, on voit que demander aux
pauvres de travailler en contrepartie de leurs aides sociales, et y compris pour des motifs souvent très moralisateurs, effectivement contre la paresse notamment. C'est quelque chose qui est très largement pratiqué localement. C'est ce que font les élus de Newburgh, par exemple, et c'est ce qui va être pratiqué à l'échelle fédérale à partir de la fin des années 60, et plus particulièrement en fait, au cours des années 1990, avec une grande réforme de l'administration Clinton en 1996. Donc effectivement, il y a une forme de dualité entre welfare, workfare, mais il y a quand même des interpénétrations en fait, au niveau plus local et au niveau de la politique des États. Et là où en fait, effectivement, les conservateurs américains vont vraiment se saisir de cette question de l'assistance sociale à partir des années 60, en fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a un déplacement beaucoup plus général en fait, sur cette question. Et c'est pas que les républicains conservateurs qui vont s'intéresser au workfare et qui vont se saisir de l'idée que afin de mériter son aide sociale, il faut travailler en contrepartie. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve au bout d'un moment, assez rapidement, y compris dans les discours des démocrates, y compris des démocrates libéraux. Oui, d'ailleurs, tu évoques à la fin l'ascension d'un sénateur de l'État de New York, donc qui est Daniel Moynihan, dont il est intéressant de noter qu'il a été remplacé par Hillary Clinton comme sénatrice de New York. Et effectivement, c'est un des hommes qui a introduit la notion, revenant un peu, j'allais dire, de la gauche progressiste, idéaliste du New Deal, qui a commencé à introduire dès les années 1960 et après cette affaire de Newburgh, chez les démocrates, l'idée qu'il ne fallait pas abandonner aux conservateurs l'idée de contrepartie dans l'assistance sociale. Alors justement, ça m'amène à ma question suivante. Ça pourrait surprendre pour qui s'intéresse de loin ou au débat politique américain, comment expliquer le paradoxe apparent on est à Newburgh, donc dans l'État de New York, et déjà à l'époque, l'État de New York, c'était celui où Franklin Roosevelt a expérimenté son New Deal lorsqu'il était gouverneur de 1929 à 1933. À l'époque de l'affaire de Newburgh, c'est un État qui est gouverné par Nelson Rockefeller, certes républicain, mais tout aussi partisan du New Deal et presque aussi rooseveltien que Roosevelt, du moins à cette époque-là. Il y aura une évolution ultérieure. Donc comment expliquer le paradoxe qu'on pourrait comprendre sur pourquoi cette affaire surgit là, ici, dans un État pourtant qu'on pense comme un foyer, un berceau du libéralisme et du progressisme. Alors effectivement, c'est un des paradoxes et un des décalages que je trouve particulièrement intéressant aussi. Donc, je parlais du décalage chronologique tout à l'heure, mais il y a effectivement aussi ce décalage géographique. En fait, ce que je trouve très intéressant dans la démarche de s'intéresser à cet épisode, c'est que je trouve que ça participe à une forme de renouvellement aussi de l'historiographie du conservatisme aux États-Unis, dans le sens où, alors, depuis les années 2000, il y a une historiographie vraiment foisonnante, vraiment très pléthorique sur le conservatisme et le mouvement conservateur aux États-Unis, mais qui s'est en fait beaucoup intéressé au sud des États-Unis et également au sud-ouest des États-Unis, à des États comme la Californie notamment, en s'intéressant beaucoup aux banlieues résidentielles des grandes villes californiennes pour montrer qu'effectivement c'est dans ce genre de localité qu'on peut trouver l'épicentre du mouvement conservateur d'après-guerre. Et en fait, le nord-est des États-Unis a été assez largement mis de côté dans cette historiographie, effectivement avec cette idée que le nord-est serait censément libéral, effectivement avec l'État de New York qui est l'État de Roosevelt, l'État de Rockefeller, comme tu le disais, qui à l'époque représente vraiment la libérale du Parti républicain. Néanmoins, en fait, quand on réintègre le Nord-Est et l'État de New York dans l'historiographie du mouvement conservateur, on se rend compte qu'il y a beaucoup, effectivement, de parallélisme à faire entre ce qui peut se passer dans certaines banlieues new-yorkaises et dans ce qui peut se passer dans certaines banlieues californiennes également. Et donc, je pense que c'est vraiment important de réintégrer le Nord-Est et New York notamment dans cette historiographie du conservatisme. En fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'historiens, depuis un certain temps,
qui appelle à dérégionaliser en fait l'historiographie du conservatisme, notamment en s'intéressant moins aux grandes régions type sud, sud-ouest, nord-est, mais en s'intéressant de manière un peu plus locale, à une échelle un peu plus infra, au type de territoire dont on parle, et en mettant par exemple notamment en avant la question des banlieues résidentielles. Quand on s'intéresse à celle de New York, effectivement, on retrouve des choses assez similaires à ce qu'on peut trouver dans d'autres territoires aussi. Donc effectivement, c'est assez intéressant de décloisonner cette histoire. Par ailleurs, alors là, on parle de l'historiographie du conservatisme, mais le fait est que depuis 15-20 ans, il y a une historiographie extrêmement pléthorique aussi, très active sur la question du mouvement pour les droits civiques et l'histoire de la ségrégation raciale, des discriminations raciales, des inégalités raciales dans le nord des États-Unis. Et là, en revanche, l'État de New York n'est pas vraiment en reste dans cette historiographie. Et beaucoup d'historiens et d'historiennes ont vraiment montré que dans le Nord également, y compris dans l'État de New York, les pratiques de ségrégation étaient extrêmement fortes. Le mouvement pour les droits civiques également était aussi extrêmement fort. Et donc, dans un sens, poser la question de l'assistance sociale et des discriminations qui existaient, puisque c'est aussi un des thèmes assez forts du livre, c'est le mouvement pour les droits civiques dans le Nord des États-Unis. Là, on s'y retrouve complètement. Et donc, effectivement, c'est l'idée effectivement de décloisonner un peu ces différentes historiographies et de ramener le Nord-Est de manière un peu plus centrale. Alors justement, j'en profite simplement en prolongement de cette question. Est-ce que tu pourrais, sans dévoiler tout le contenu du livre, est-ce que tu peux reparler, parce que ça c'était vraiment quelque chose de très intéressant dans le livre, comment des hommes, j'allais dire des élus municipaux de Newburgh, et qui désignent donc, comme tu l'expliques très bien, un city manager qui est un peu une sorte de professionnel de la gestion administrative d'une ville, comment des élus inventent une façon d'être ségrégationniste, mais différente de celle du Sud, c'est-à-dire beaucoup plus subtile et beaucoup plus voilée, masquée, et on retrouvera ça... on va en parler ensuite, dans l'évolution du mouvement conservateur. Oui, alors effectivement, il y a une forme de subtilité dans le langage employé. Enfin, effectivement, le paradoxe du nord des États-Unis, et notamment du nord-est des États-Unis, c'est la persistance effectivement des inégalités raciales, des pratiques ségrégationnistes, notamment dans le domaine du logement, alors même que le nord et les élus du nord se prévalent effectivement d'une forme d'innocence raciale et expliquent l'existence de la ségrégation et la persistance de la ségrégation, non pas par des politiques publiques qui seraient mises en place, mais par la persistance de comportements privés dont résulterait la ségrégation. Donc effectivement, il y a un vrai déni en fait à cette époque-là, au début des années 60, de l'existence d'une ségrégation raciale qui serait organisée par des politiques publiques. Et effectivement, à la fin des années 50, au début des années 60, c'est aussi le moment où il y a beaucoup d'actions en justice pour la déségrégation des écoles, notamment à Harlem, au nord de New York également, et où cette question effectivement de mettre au jour et de mettre en évidence l'organisation d'une ségrégation aussi par des politiques publiques, c'est un vrai enjeu pour les avocats et pour les avocats effectivement du mouvement pour les droits civiques. Donc, pardon, je pense que j'ai perdu le fil de ta question. Ça peut arriver. Non, l'idée c'était simplement de bien respécifier, parce que je trouvais ça très intéressant, effectivement, et tu viens de le faire, le fait que c'est intéressant de voir comment des personnes qui vont dire mais c'est pas du tout raciste, c'est pas du tout ségrégationniste, etc., inventent une façon de réintroduire de la discrimination, mais de manière voilée, et on va en parler dans quelques instants, on retrouvera ça dans l'évolution du conservatisme. Oui, alors ça, juste pour ça, donc le deuxième élément que j'avais oublié, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un langage codé, pour parler effectivement des Africains américains. Et en fait, on le voit très bien dans cette affaire de Newburgh. Effectivement, donc le texte de la réforme, en fait, qui est adopté par les élus de Newburgh en 1961, ne comprend aucune référence explicite à la couleur de peau des bénéficiaires à qui il s'adresse. En revanche, il apparaît très clairement pour tous les acteurs qui sont impliqués dans le débat sur l'assistance sociale à l'époque, que les élus de Newburgh parlent bien des bénéficiaires africains-américains venus notamment du sud du pays vers le nord des États-Unis. Effectivement, Newburgh, c'est une ville qui connaît une vague importante de migration au cours des années 50, donc d'Africains-américains venus du sud. Effectivement, plutôt que de parler de manière explicite des Africains-américains, ça va être un langage
codé, alors pas de manière extrêmement subtile, hein, ils vont parler effectivement de nouveaux venus dans la ville, ils vont venir parler voilà, de migrants également. Donc effectivement, c'est une forme de langage codé qui atténue la question raciale, alors qu'il est clair aux yeux de tous qu'elle est absolument centrale dans ce qui est en train de se jouer. Et en tout cas, c'est vraiment l'un des enjeux des associations pour les droits civiques qui se mobilisent à ce moment-là pour défendre les pauvres et pour en fait, dénoncer le type d'attaque dont l'assistance sociale fait l'objet à Newburgh, mais ailleurs également, de montrer que c'est une forme de racisme, en fait. Et ça, il y a un peu, effectivement, des débats au sein de la communauté noire sur la question de est-ce qu'il s'agit vraiment d'une question de droit civique ou non, parce qu'effectivement cette question du langage codé, ça devient un vrai enjeu également de dénonciation, en tout cas. Alors, justement, on va rester sur cette question du racisme et des clichés racistes qui sont impliqués dans cette affaire, parce que, et ça va amener sur aussi une question de méthodologie plus large, parce que tu parles souvent d'une forme de culturalisme dévoyé, hein, qui sert, et de pseudo-sociologie culturaliste. Et donc ma question est double. Donc déjà, si tu peux rappeler comment précisément ces clichés inspirés très vaguement de l'analyse sociologique culturaliste servent à appuyer la réforme de Newburgh de manière plus générale, et tu en as déjà fait l'écho. Quelle est la place, toi, de la sociologie et des outils de la sociologie dans ta démarche? Parce que c'est très impressionnant comment tu croises sans arrêt la démarche historique avec une démarche sociologique et une connaissance quand même qui est vraiment impressionnante des débats sociologiques américains. Donc c'était aussi l'occasion d'évoquer ce deuxième point. Donc la première chose, c'est vraiment à propos de ce pseudo-culturalisme, et ensuite toi, la place de la sociologie dans ta démarche. Oui, alors effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que à partir des années 30, et en fait particulièrement au cours des années 50, effectivement, on voit émerger ce qu'on appelle effectivement une explication culturaliste ou une analyse culturaliste de la pauvreté aux États-Unis, et qui en fait va vraiment mettre l'accent sur la question des structures familiales au sein des familles africaines-américaines pour expliquer le recours à l'aide sociale au sein de ces familles. Dans le sens où des statistiques vont montrer, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de travaux sociologiques, alors sur la pauvreté, mais également de sociologie urbaine, dans les années 40 notamment, pour mettre en valeur le fait que la figure paternelle est traditionnellement, c'est un héritage de l'esclavage, et traditionnellement faible au sein des familles noires, ce qui explique pourquoi la plupart des familles noires, de nombreuses familles noires sont matriarcales. C'est le terme qui est très largement utilisé à l'époque, et donc où les femmes sont seules pour s'occuper de leurs enfants, ce qui explique pourquoi de plus en plus de familles noires touchent ce programme Aid to Dependent Children que j'ai évoqué tout à l'heure, à destination des femmes seules avec enfants à charge après 1945. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 50 notamment, l'État de New York va lancer une vaste enquête statistique pour déceler les causes, les facteurs explicatifs de la persistance de la pauvreté dans l'État de New York, et notamment expliquer pourquoi de plus en plus de familles touchent ces programmes d'assistance sociale. Et ces rapports statistiques, qui vont effectivement se fonder sur des études extrêmement détaillées, extrêmement sérieuses, avec des statisticiens, des sociologues, vont vraiment mettre l'accent sur la question des familles noires, et donc cette approche culturaliste de la pauvreté, avec l'idée qu'il y a une forme de culture de la pauvreté qui se transmettrait de génération en génération au sein des familles noires, et notamment la persistance d'un modèle familial dit matriarcal. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les analyses de l'époque. Les élus de Newburgh, ils vont vraiment s'inspirer de ces statistiques qui sont produites à l'échelle de l'État notamment.
Et alors là où moi, effectivement, j'utilise aussi des outils sociologiques, je dirais que c'est peut-être dans deux perspectives. La première, c'est effectivement, parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les outils de la sociologie m'ont fourni des outils vraiment intéressants pour conceptualiser ce que c'est qu'une affaire, ce que c'est qu'une controverse, dans quelle temporalité inscrire ces événements. Ça, c'est effectivement quelque chose qui était assez important. Et le deuxième type de sociologie, je pense que moi, j'ai pu utiliser, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est notamment pour analyser la fraude sociale et la question de la construction de la fraude sociale comme un problème politique, comme un problème public, notamment en utilisant les travaux de Vincent Dubois, qui a vraiment travaillé sur la fraude sociale. Alors, pas du tout dans le contexte américain, ni dans celui des années 60, qui s'intéresse à la France dans une perspective beaucoup plus contemporaine, mais qui fournit aussi des outils intéressants, et notamment l'idée que plus on définit la fraude, plus mécaniquement on crée des cas de fraude. Puisqu'effectivement, au début des années 60, en tout cas à l'échelle fédérale, et c'est aussi vrai dans l'État de New York, il n'y a pas de définition claire de ce qui constitue la fraude sociale. L'État fédéral, dans ses programmes, dans sa loi, ne définit pas ce qui constitue une fraude sociale. Et c'est à partir du moment où, effectivement, des législateurs locaux vont multiplier des lois pour définir ce qu'est la fraude sociale, que ce qu'on nommait avant, peut-être de manière un peu floue, des abus, deviennent des infractions susceptibles d'être criminalisées, d'être pénalisées. Mais effectivement, ça, c'était un cas assez intéressant à utiliser aussi. Alors, il y a un autre paradoxe qui est vraiment frappant quand on lit ton livre, et qui est un peu dans la lignée de ce que tu viens de dire, c'est que la campagne médiatique, puisque tu distingues bien en fait ce qui est, j'allais dire, ce qui se passe vraiment à Newburgh, et puis ensuite il y a ce deuxième temps du débat national, hein, tu viens de le rappeler, et donc comment expliques-tu et comment pourrais-tu expliquer ce décalage, parce que tu décris, tu montres très bien que immédiatement après la décision prise par les élus de Newburgh, il y a des enquêtes à l'échelle de l'État, par exemple, qui sont lancées. Il y a une commission, la commission Morland, hein, si je ne me trompe pas, qui est lancée. Et très vite, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fraude. En fait, il y a très peu de fraude, voire pas de fraude du tout. Et pourtant, dans le même temps, et tu cites d'innombrables extraits de journaux qui prennent cette fraude pour acquise et défendent les élus de Newburgh et celui qui devient le symbole, le fameux Joseph Mitchell. Et donc, comment expliques-tu ce décalage entre absence de fraude réelle et le déferlement médiatique national qui s'ensuit et qui, lui, présume une fraude massive ? Oui, en fait, il y a un vrai décalage. Ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, les autorités, l'État fédéral, l'État de New York également, vont assez vite, essayer de quantifier la fraude sociale. Alors, ce qui est effectivement extrêmement dur à faire, effectivement, mais vont estimer que tout au plus, il y aurait à peu près 2% des bénéficiaires d'une allocation d'assistance qu'on pourrait qualifier de fraudeurs. Mais effectivement, ces statistiques-là, ces statistiques officielles, elles pénètrent assez peu le débat politique, le débat public sur l'assistance sociale. Et il y a une vraie guerre des chiffres, en fait, à l'été 61, donc, que je retrace effectivement avec parfois des accusations extrêmement farfelues de milliers de cas de fraude dans la ville de Newburgh, et dont effectivement, qui seraient représentatifs d'une fraude généralisée au sein des programmes d'assistance fédéraux. En fait, ce que je trouve assez intéressant, je pense qu'il y a deux procédés. Déjà, effectivement, quand on s'intéresse aux articles du New York Times, par exemple, mais des très nombreux articles qui prennent sur eux de documenter la fraude sociale, c'est souvent effectivement des cas individuels qui vont être très exagérés ou qui vont être présentés comme typiques d'une fraude généralisée, alors qu'effectivement on parle de cas individuels, souvent avec des titres assez racoleurs, c'est vrai. Donc effectivement il y a cette impression d'une fraude généralisée, parfois à partir de choses relativement anecdotiques. Et c'est vrai que au moment des enquêtes qui sont menées à Newburgh même, il y a tout au plus 3 bénéficiaires qui sont identifiés comme potentiellement effectivement des cas un petit peu limites. Donc effectivement, il y a une fraude résiduelle, mais qui est complètement exagérée. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait,
je pense que c'est aussi l'architecture des politiques sociales américaines, notamment selon le principe du fédéralisme américain, qui permet ce genre d'accusation, dans le sens où les programmes fédéraux sont co-gérés, co-administrés, cofinancés par l'État fédéral, les États fédérés et les collectivités locales. Donc en fait, il y a une grande complexité dans la mise en œuvre des politiques sociales, et en fait, l'une des expressions qui va apparaître en fait au moment de ce débat sur l'assistanat et sur la fraude sociale, qui est l'expression de welfare mess. C'est-à-dire que c'est vraiment le désordre dans le système de protection sociale américain, et qu'au final, les programmes seraient tellement compliqués à gérer, tellement compliqués à comprendre, qu'ils génèrent en eux-mêmes des abus. Et qu'au final, les travailleurs sociaux qui sont eux-mêmes en charge de déterminer qui est éligible et qui n'est pas éligible au programme, eux-mêmes n'y comprennent rien, puisqu'on a une superposition de législation, de réglementation également, au niveau des collectivités, des États et de l'État fédéral, et que qu'il y a une telle complexité au sein même du système social que c'est ça, effectivement, qui permet une forme de fraude, puisque finalement, les administrateurs et les travailleurs sociaux eux-mêmes n'y comprennent rien. Et maintenant, arrivons c'est la petite passerelle ensuite vers l'évolution du conservatisme américain. Est-ce que tu peux réexpliquer comment cette affaire de Newburgh et comment le traitement médiatique qui en est fait est instrumentalisé, utilisé par cette révolution conservatrice naissante, on en dira un mot, qui commence, on est en 1961, c'est un peu plus vrai en 62, qui commence à se fédérer autour du sénateur de l'Arizona, Barry Goldwater? Oui, alors effectivement, c'est Barry Goldwater qui est vraiment une figure essentielle dans l'histoire du mouvement conservateur. Donc effectivement, c'est le sénateur de l'Arizona à cette époque. Il sera le futur candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 1964 contre effectivement Nelson Rockefeller, donc le gouverneur de New York, qui à l'époque, en 1961-62, est le grand favori pour remporter l'investiture. Finalement, c'est son adversaire conservateur qui remporte l'investiture en 1964. Et effectivement, donc Goldwater va vraiment se passionner pour cette affaire de Newburgh, pour la question effectivement de la fraude sociale, de l'assistanat, la question du travail. Et en fait, c'est pas le seul. Une des autres grandes figures conservatrices de l'époque qui s'intéresse à cette affaire de Newburgh, c'est un intellectuel et journaliste qui s'appelle William Buckley Jr., qui est aussi l'un des grands intellectuels conservateurs de l'époque. C'est vraiment l'un des grands penseurs de ce qu'est le conservatisme à partir des années 1950, et qui va multiplier les articles sur Newburgh, sur les dérives de l'assistance sociale dans son magazine de référence qui s'appelle National Review. Et en fait, pour les conservateurs à ce moment-là, le contexte qui est très important, en fait, c'est qu'on est dans les tout premiers mois de la présidence Kennedy. Donc effectivement, après 8 ans de présidence républicaine sous Eisenhower, le fait qu'on retourne à une présidence démocrate, et démocrate extrêmement libérale comme l'incarne Kennedy, ça va vraiment fédérer les conservateurs, et ça va également beaucoup les énergiser, et dans un sens, effectivement, en faisant un peu feu de tout bois, cette affaire de Newburgh, ça leur fournit une espèce de caisse de résonance extrêmement forte pour populariser leurs idées. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la plupart des journaux qui s'intéressent à Newburgh relèvent tous que la réforme serait extrêmement populaire auprès du public. Donc, dans un sens, pour les conservateurs, c'est une forme, se saisir de la question de l'assistance sociale, c'est une forme de pari gagnant, puisqu'effectivement, le public s'y intéresse énormément et serait visiblement plutôt, selon certains sondages, en faveur d'une méthode beaucoup plus disciplinaire, beaucoup plus brutale de gestion de la pauvreté. Et donc effectivement, Goldwater va multiplier les tribunes dans la presse, il va multiplier les conférences de presse sur la question de Newburgh, sur la question de l'assistance sociale. Effectivement, il va convier les élus de Newburgh à plusieurs rassemblements conservateurs à Washington, mais aussi en fait à travers le pays. Et donc ça. Quand on s'intéresse en fait à tout cet itinéraire, on se rend compte d'un vrai foisonnement conservateur qui
dès 1961 qui en fait annonce l'engouement pour Barry Goldwater qui aura lieu en 1964. Et effectivement, hein, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est à peu près à ce moment-là, en 1964, que Ronald Reagan commence à faire ses premières armes aussi dans le champ républicain et notamment dans le champ médiatique national, puisqu'en 1964, il donne un discours en fait en faveur, pour lever des fonds et pour mobiliser les électeurs en faveur de Barry Goldwater, et dans laquelle une large partie de ce discours, qui est vraiment un tournant dans la carrière de Reagan, porte sur la question de l'assistance sociale et des dérives de l'État-providence. Et il faut savoir qu'effectivement, la question de la fraude sociale, des welfare queens, comme il les appellera plus tard, c'est-à-dire les reines de l'assistance sociale, à nouveau, ça c'est un terme codé pour parler des femmes africaines-américaines qui multiplieraient les enfants hors mariage pour toucher toujours plus d'allocations. C'est quelque chose d'extrêmement central dans la rhétorique politique de Reagan dès 1964. C'est le cas aussi quand il est gouverneur de Californie à la fin des années 60, et encore plus pendant sa campagne présidentielle à la fin des années 70, pendant ses campagnes effectivement de la fin des années 70. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette question des dérives et de la fraude sociale, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement essentiel dans la rhétorique conservatrice, et y compris pour Reagan dès cette époque-là. Oui, en effet, donc si on essaye maintenant, avant de commencer l'échange avec vous, si on essaye de montrer les continuités, évidemment, hein, de façon peut-être trop schématique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Barry Goldwater n'est pas du tout favorisé originellement pour être le candidat du Parti républicain qui... avec la pratique très pragmatique du pouvoir d'Eisenhower, qui a aussi mis fin à la commission McCarthy, qui s'est investi contre McCarthy, qui ensuite a accompagné les débuts de la déségrégation. Donc le Parti républicain n'a a priori pas de rapport, ou d'un rapport lointain avec cette aile très droite interne. Et effectivement, l'affaire de Newburgh, c'est un des éléments qui permet à Barry Goldwater de construire un nouveau discours politique, et ce qui est le soubassement de cette première révolution conservatrice. Il y a un autre élément qui est essentiel et que montre très bien le livre de Tamara, c'est la revendication des droits des États locaux, des États fédérés et des autorités locales contre un État fédéral qui est perçu comme à la fois dispendieux, qui n'est pas soucieux de l'argent du contribuable, et qui veut toujours entraver les libertés individuelles. Et cette défense du droit des États et des autorités locales devient aussi un marqueur considérable, et on le voit dès l'affaire de Newburgh. Et c'est donc avec ce programme, et évidemment aussi un anticommunisme virulent, que Barry Goldwater parvient à mettre en danger, puis finalement, alors ce serait un peu long, c'est pas notre sujet, à cornériser, à marginaliser Nelson Rockefeller, qui est obligé de se soumettre finalement, et à accepter que Goldwater reçoive l'investiture en 1964. Donc on a là la première grande victoire de la révolution conservatrice. Sauf que c'est une victoire à la Pyrrhus, parce qu'à l'élection générale, et après de nombreuses gaffes de Goldwater, qui apparaît aux yeux des États-Unis comme un extrémiste, et qui est dépeint de manière très efficace par la campagne de Johnson comme un extrémiste, Goldwater a été écrasé par Lyndon Johnson. Et à ce moment-là, on se dit, bon, c'était une tentative sans lendemain. Et c'est là qu'émerge, je fais évidemment plus vite, c'est là qu'émerge la figure de Reagan, qui effectivement a pris une dimension politique lors de la campagne Goldwater, mais qui fourbissait ses armes, en particulier dans le travail. Reagan, à l'époque, il n'est déjà plus vraiment comédien, il est porte-parole de General Electric, la firme General Electric, et il fait des sortes de films promotionnels, motivation. Aujourd'hui, on dirait discours de motivation, dans lesquels il réemploie exactement tous les thèmes dont on vient de vous parler,
Il rôde en fait, en quelque sorte, ces thèmes et il se lance en politique en 1966 pour être gouverneur de Californie contre un gouverneur de Californie qui est identifié comme Rockefeller à l'État-providence, à la dépense publique, qui est Pat Brown. Et finalement, Reagan est élu gouverneur de Californie et c'était pas du tout gagné à l'origine. Et donc, j'allais dire, déjà, il montre qu'à l'échelon local, ces idées-là du moins d'État, de la méfiance envers les présumés parasites de l'assistance sociale, la dénonciation de l'État fédéral, tout ça, ça peut être une coalition gagnante. Et le deuxième moment clé, c'est quand Reagan, en 1976, décide, après moult hésitations, il n'est plus gouverneur de Californie depuis 1 an, de défier le président républicain sortant, Gerald Ford, qui, je vous le rappelle, n'a jamais été élu, est arrivé au pouvoir dans les circonstances des lendemains du Watergate, et Ford, qui représente le consensus républicain traditionnel, et qui a, vous voyez, on a travaillé la continuité, Nelson Rockefeller comme vice-président. Et Reagan mène une campagne de primaire qui est marquée, et Tamara l'a rappelé, et c'est là le lien avec Newburgh, Reagan frappe les esprits pendant la campagne des primaires 76 en parlant des welfare queens, c'est-à-dire qu'il arrive à, par ce langage codé, à la fois à dénoncer les excès de l'État-providence, de l'assistance sociale, et donc dont on a vu dès les années 1960 que c'est un discours extrêmement populaire auprès de la classe moyenne blanche, et aussi, mais sans enfreindre les nouvelles règles posées par les lois de déségrégation des années 60, c'est un message codé, c'est du dog whistle, c'est ce qu'on appelle, voilà, pour stigmatiser les populations africaines-américaines. Reagan passe à 2 doigts d'emporter l'investiture. Vous connaissez la fameuse convention républicaine de Kansas City en 1976. Ils ont quasiment le même nombre de délégués. Finalement, ça se joue à très peu de choses. Et Reagan fait d'ailleurs un discours mémorable. Et toute la salle de la convention se dit « Ah mince, on n'a pas choisi le bon, on a choisi Ford, il fallait prendre l'autre. » Bon, donc, à ce moment-là, honnêtement... alors évidemment, aujourd'hui, on voit ça, mais Reagan apparaît, qui s'était déjà présenté, mais de manière un peu marginale à la présidence en 1968, à la Convention 68, mais bon, Reagan ne semble pas un homme d'avenir, mais lui n'en démord pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1980, quand il lance, qui est évidemment pour lui la campagne un petit peu de la dernière chance, il reprend tous ces thèmes et il fait son premier grand discours de campagne dans le sud des États-Unis en revendiquant le droit des États locaux et des autorités locales contre un État fédéral dispendieux, dépensier, incompétent, inefficace et qui, selon lui, est incarné par le très impopulaire Jimmy Carter, puisqu'on est à l'époque dans le contexte d'inflation. Et là, donc Reagan l'emporte, et en quelque sorte, il amène au pouvoir, au plus haut, au sommet de l'État fédéral, tout ce qu'on a essayé de vous décrire, et ce qui est très bien montré dans le livre de Tamara, toute cette matrice idéologique qui a été formée durant les années 1980. C'est la deuxième révolution conservatrice. Bon. On peut en penser une troisième en 1994, même si elle est moins connue en France, avec la victoire aux élections de mi-mandat de Bill Clinton, président démocrate. Il est très sévèrement remis en cause par la victoire des républicains au mi-mandat, qui sont menés par un représentant qui s'appelle Newt Gingrich, et où là, on ajoute au reaganisme traditionnel, donc à cet anticommunisme virulent, à cette méfiance envers l'assistance sociale, cette critique de l'État fédéral. Avec Newt Gingrich, on ajoute une forme de rupture du consensus. C'est-à-dire que depuis le New Deal, il y avait quand même une tradition
de consensus qui s'était établi surtout après 1945, où on recherchait le consensus bipartisan. À partir de 1994, ça annonce la politique américaine d'aujourd'hui. On entre dans le conflit, dans la conflictualité, toute différence est conflictualisée. Et par ailleurs, et encore plus que Reagan, le pacte de gouvernement que propose Gingrich marque vraiment l'acceptation de l'apport de la droite évangélique et religieuse. Ça existait bien sûr, hein. Reagan, on se souvient, c'est le premier à faire une prière lorsqu'il est investi à New York en 1980, il demande de faire un temps de prière, il intègre cela. Mais dans sa pratique du pouvoir, Reagan était capable de prendre de la distance. À partir de Gingrich, et également son successeur Bush Senior, à partir de Gingrich, le rapprochement avec la droite morale, la droite essentiellement évangélique, devient vraiment essentiel pour le Parti républicain. Ça devient une force incontournable pour la coalition. Et d'ailleurs, ça annonce l'élection de George Bush Jr., dont on connaît les convictions de chrétiens très affichées, y compris dans son exercice du pouvoir. Et donc, ça nous amène à aujourd'hui. Qu'est-ce que Trump? Et c'est la question de l'historiographie actuelle. C'est, évidemment, là, on est dans une histoire du temps présent dont une partie reste à écrire, hein, suite sur vos écrans le 5 novembre. Mais quoi qu'il arrive à Trump le 5 novembre, la question fondamentale, c'est que est-ce que Trump est une aberration, une anomalie dans cette histoire du conservatisme américain telle qu'elle s'est écrite depuis 1960, début des années 1960 avec Goldwater? Est-ce que c'est un homme, et certains défendent cette thèse, qui a perverti le conservatisme américain en y réintroduisant des éléments qui avaient été purgés? Alors, par exemple, à l'époque de Newberg et à l'époque de Goldwater, Tamara en parle beaucoup, William Buckley Jr., le journaliste dont elle vous a parlé, qui sera un candidat pour cette mouvance à la mairie de New York en 1965, Buckley se targuera toute sa vie d'avoir fait expulser de l'entourage de Goldwater la John Birch Society, c'est-à-dire une société californienne, complotiste, qui voyait des communistes partout aux États-Unis et qui s'appuyait sur des théories du complot pour expliquer l'infiltration de l'État fédéral par les communistes, d'où les politiques d'assistance sociale, etc. etc. Et Buckley et Goldwater avaient dit pas de ça chez nous, nous les avons purgés, parce qu'en plus il y avait de très forts relents antisémites dans la John Birch Society. Donc thèse numéro 1, Trump, comme Buchanan, autre dans les années 1990, qui a été exclu du Parti républicain un peu pour les mêmes raisons, Trump, là où Buchanan avait échoué, a conquis le Parti républicain de l'extrême droite et a complètement modifié l'ADN du conservatisme américain. Première thèse. Ce à quoi un historien, qui est quand même, à mon sens, l'historien actuel majeur du conservatisme américain, donc qui est Rick Perlstein, qui dit, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, Trump, ce n'est que, si j'exagère un petit peu, déjà, Perlstein remet en cause le fait, il dit, mais Goldwater et Buckley, ils n'ont pas du tout purgé la John Birch Society. Ils ont rompu en apparence les liens, mais ils ont repris, et Reagan de la même manière, ils ont repris les mêmes thèses du complot, les mêmes langages codés, les mêmes, par exemple, en particulier contre les minorités. Et la thèse, cette seconde thèse, c'est de dire que Trump, c'est simplement le nouvel avatar, où on retrouve toutes les couches du conservatisme américain qui se sont sédimentées, donc je les ai rappelées, et auquel il ajoute, ça c'est nouveau, parce que ça avait été réellement banni, mais on va dire avant la Seconde Guerre mondiale, auquel il rajoute un ethno-nationalisme décomplexé,
on en a encore vu des exemples très récemment, qui là se rattache à un courant qui avait existé dans le Parti républicain au début des années 1920, c'est-à-dire un refus de l'immigration fondé sur une forme de théorie racialiste qui d'ailleurs avait amené les grandes lois anti-immigration des années 1920. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment cette discussion autour de la figure de Trump et on voit comment, j'espère, on part de là. Voilà. Nous, c'est ce qu'on voulait vous dire. Maintenant, voilà, vous avez la parole. Il y a les micros vont circuler si vous avez des questions, donc vous levez la main. Ça va circuler. Bonsoir, merci d'avoir porté ce sujet au rendez-vous de l'histoire. Je suis juste un petit peu gêné parce que vous regardez le conservatisme américain uniquement à l'angle avec une lunette particulière qui est cet exemple-là, à partir de cet exemple, mais de la remise en cause des prestations sociales. Voilà. Et puis la partie raciste qui est derrière. Dans le parallèle, et j'aurais aimé que vous puissiez le faire, il y a toute la dimension économique du conservatisme. Or, à l'époque, dans les années 60, toutes les universités américaines sont keynésiennes. Voilà. Il y a une toute petite équipe qui est encore qui est mal vue et qui finira par se souder autour de Friedman. Voilà. Et ce qui serait intéressant, c'est de donner à voir comment ces deux systèmes-là de pensée arrivent à faire émerger. Parce que on ne peut pas parler de conservatisme américain sans parler en même temps de la dimension économique que cela sous-tend. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur la question, notamment une historienne qui s'appelle Kim Phillips-Fein, qui a écrit, de nombreuses choses, mais notamment un ouvrage très intéressant sur la manière dont les lobbies, disons les associations patronales, les grands chefs d'industrie, les grands industrialistes américains s'organisent très tôt, en fait, dès les années 30, contre le New Deal, contre la régulation économique du New Deal, contre le système des syndicats également, et vont aboutir finalement effectivement à une forme de reprise en main de la politique américaine dès les années 70 en fait. Donc je pense que cette question économique, elle n'est pas du tout... Effectivement, moi, c'est pas mon angle principal, puisqu'effectivement, je parle de cette question de l'assistance sociale, mais qui, dans un sens, effectivement, traite de la question des politiques redistributives aussi. Donc, on n'est pas loin de considérations, effectivement, économiques, en tout cas, quand on parle du point de vue de la pauvreté. Je pense qu'effectivement, il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été écrites sur la question et sur comment les enjeux économiques sont effectivement... Et les acteurs économiques sont centraux dans le mouvement conservateur américain. C'est intéressant de voir comment tout ça est en parallèle, quels sont les liens, comment ça s'oppose, comment ça... Quels sont les faits marquants, c'est ça qui serait intéressant de voir. Il faut lui faire passer le micro. Non, maintenant c'est toi la vedette. Pierre. Autre... Merci, désolé. Merci. Oui, bonsoir. Cette logique redistributive dont vous parlez, qui est à l'origine de cette affaire, est-ce que c'est pas quand même une culture protestante? C'est pas ça l'origine de l'origine, j'allais dire. Parce que l'argent comme juste rétribution du travail, moi j'ai ressenti ça comme ça quand vous en avez parlé. Oui, effectivement, il y a vraiment, c'est vrai, une forme de morale protestante, d'éthique du travail notamment, qui est vraiment mise en avant par les acteurs. Et en fait, cette question est très morale et effectivement protestante. On la voit assez bien en fait dans des lettres qui sont écrites, que j'étudie à un moment dans un des chapitres du livre, qui sont des lettres écrites par des citoyens envoyées à leurs élus
pour défendre effectivement ce principe de travail, en contrepartie des aides sociales, où effectivement on voit il y a un fond religieux assez palpable. C'est vrai, c'est pas forcément dit de manière extrêmement explicite, mais la question effectivement de l'éthique du travail et avec une éthique protestante, c'est effectivement assez central. Ça, absolument, tout à fait. Bonsoir, merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. Moi, j'avais une question plus sur les gens dont vous n'avez pas parlé peut-être, parce que ce n'était pas forcément le sujet. Là, on a l'impression, moi j'ai eu cette impression à vous entendre qu'il y avait une forme d'adhésion quasi complète des populations à cette nouvelle forme cachée de ségrégation, à cette façon de répondre aux tensions qu'ont pu provoquer les immigrations du sud vers le nord, les migrations du sud vers le nord. Mais, et comme le thème c'est la ville, quelles ont été les réactions hors du camp conservateur et aussi hors du camp des acteurs des droits civiques, puisque finalement c'était eux qui étaient touchés par ça, donc ils se sont défendus, ils ont réagi. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations urbaines de résistance à ces pressions du courant conservateur ? Alors, urbaine, pas forcément, je dirais. Oui, il y a des acteurs locaux, effectivement, certains leaders religieux ou effectivement des personnalités démocrates très locales qui, eux, ne sont pas du tout versés dans cette méthode extrêmement brutale, effectivement, de gestion de la pauvreté. En revanche, en dehors de cette perspective vraiment urbaine, ceux qui vont aussi vraiment s'intéresser à cette question, ce sont les associations professionnelles de travailleurs sociaux, en fait, qui, eux, sont en première ligne dans l'attribution et dans la gestion des programmes d'assistance sociale, en fait, qui vont faire des enquêtes, qui vont essayer de produire des argumentaires et des statistiques pour démontrer les préjugés sur lesquels les attaques de l'assistance sociale sont fondées. Donc, effectivement, il y a une mobilisation de ce côté-là, donc des associations de travailleurs sociaux, mais c'est aussi des administrateurs, enfin des gens qui travaillent plutôt dans les administrations sociales, aussi des hauts fonctionnaires au sein de l'État fédéral et de l'administration de la sécurité sociale qui vont vraiment produire des contre-argumentaires à nouveau qui ne vont pas forcément vraiment pénétrer le débat politique, le débat public aussi bien que les arguments des conservateurs, et eux-mêmes ont conscience de leurs propres limites. Et c'est vraiment une des questions un peu stratégiques qui va se poser aussi à ce moment-là. Les associations de travailleurs sociaux vont vraiment s'interroger sur la réponse qu'ils peuvent articuler et à apporter assez rapidement compte tenu de la dissémination extrêmement rapide des arguments et des idées conservatrices. Mais là, effectivement, on sort un petit peu du cadre urbain. C'est vrai qu'au niveau urbain, les années 60 le fêtaient. C'est vraiment la grande décennie des politiques de rénovation urbaine, de renouvellement urbain. C'est-à-dire la destruction effectivement des quartiers paupérisés, souvent qualifiés de slums ou de taudis dans le langage américain de l'époque, pour reconstruire des quartiers nouveaux, effectivement, pour réattirer les habitants blancs et les commerces dans les centres-villes. C'est vraiment la grande décennie de ces projets-là, et c'est le cas à Newburgh aussi, et ça a été très bien documenté par l'histoire urbaine que ces politiques visaient en particulier les quartiers noirs et les quartiers où il y avait effectivement de nouveaux, des Africains-Américains nouvellement arrivés depuis le sud des États-Unis. C'est le cas à Newburgh, mais c'est le cas aussi dans les grandes villes des États-Unis à cette époque-là. Effectivement, dans le cas juste de Newburgh, il y a des mobilisations locales de la NAACP, qui est la grande association pour les droits civiques de l'époque, mais qui en fait ne porte pas, qui à ce moment-là n'est pas assez prise en compte par les pouvoirs publics locaux dans leur opposition aux politiques de renouvellement urbain, de rénovation urbaine. Donc oui, il y a une mobilisation, mais qui dans un sens n'est pas
se retranscrit assez mal ou finalement est assez peu visible dans le débat public de l'époque. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Est-ce que les républicains ont essayé de porter, les républicains ou les démocrates ou les associations de droits civiques ont essayé de porter l'affaire devant les tribunaux au niveau de l'État de New York et peut-être au niveau de la Cour suprême? Et dans ce cas-là, quelle a été la base de l'attaque? Est-ce que c'était discrimination et quel était le résultat? Alors effectivement, il y a une phase judiciaire de l'affaire, parce qu'en fait, les autorités de l'État de New York vont très vite se saisir de cette réforme et vont notamment convoquer, mais alors qui dans un premier temps se règle de manière administrative, dans le sens où l'administration sociale de l'État de New York convoque les élus de Newburgh pour leur démontrer que la réforme est illégale. Alors pas tellement du point de vue des discriminations, ce qui est vraiment posé, c'est la question administrative, de la question de la compétence des villes et des comtés d'ailleurs, de l'échelle vraiment locale dans la gestion des politiques sociales. Et en fait, vont démontrer que selon la loi fédérale et la loi de l'État de New York, les villes n'ont pas compétence pour pouvoir adopter de telles réformes. Donc en fait, c'est une manière de déplacer un peu le curseur. On ne parle pas forcément du fond de la réforme elle-même, ni de son aspect discriminatoire. Il va y avoir une deuxième phase effectivement judiciaire où la Cour suprême de l'État de New York va effectivement déclarer cette réforme illégale, mais plus sur des questions de compétences effectivement que de fond. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les élus de Newburgh eux-mêmes, à un moment, mais vont s'arrêter assez rapidement, menacent eux de continuer en fait leur combat pour justement pour pouvoir plaider leur cause auprès d'un tribunal fédéral, et ils espèrent effectivement pouvoir arriver jusqu'à la Cour suprême des États-Unis dans le but, en fait, dans une forme d'argumentaire de désobéissance civile, en se disant on enfreint le droit justement pour que notre cause remonte dans un tribunal fédéral et si possible à la plus grande échelle possible pour pouvoir plaider notre cause et peut-être in fine aboutir à un changement dans le droit fédéral. En réalité, la Cour suprême de l'État de New York règle la question assez vite. Les élus locaux ne font pas appel de la décision et donc cette phase judiciaire, elle se termine assez rapidement. Mais à nouveau, c'est plus sur une question de compétence que de fond. Ouais, bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question sur le discours sur les familles afro-américaines matriarcales. Et vu qu'en fait, c'est un discours qui est très, très répandu dans les années 50 et qui est même porté et défendu par des sociologues afro-américains dans des universités afro-américaines et qui va ensuite être central dans le rapport Moynihan pour les démocrates dans les années 60. Comment les opposants au discours conservateur arrive à opposer quelque chose sur ce point de vue-là, vu qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que tout le monde partage ce constat qui ensuite, plus tard, sera critiqué, mais peut-être pas à ce moment-là. Eh bien, ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai que jusqu'au début des années 60, moi, je trouve qu'il y a un peu deux stéréotypes du mauvais pauvre qui coexistent aux États-Unis. Donc, effectivement, ce que tu décris, les femmes licencieuses qui auraient des enfants en mariage, toujours plus d'enfants en mariage pour toucher toujours plus d'allocations. Effectivement, ça, ces stéréotypes, ils se fondent en grande partie sur la sociologie dont tu parles. Et il y a aussi un deuxième stéréotype, on va dire peut-être un peu plus ancien, qui est celui des hommes paresseux. Et des hommes paresseux qui feignent une infirmité physique ou un handicap pour ne pas avoir à travailler et à l'inverse vivre en touchant des aides sociales. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir des années 60 et notamment en fait je pense que c'est un des héritages de Newburgh, ce deuxième stéréotype effectivement des hommes paresseux, il va peu à peu vraiment disparaître en fait des discours dominants et des critiques de l'assistance sociale. En fait, ce que je trouve, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que même les libéraux qui vont s'opposer à cette méthode Newburgh restent vraiment dans le discours, ne remettent pas en cause, ne proposent pas de contre-modèle au sujet de la famille matriarcale noire. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est très largement repris et accepté. Et comme tu dis, c'est aussi le cas de certaines associations noires, par exemple la National Urban League, qui est une des grandes associations pour les droits civiques de l'époque et qui s'intéresse vraiment à Newburgh.
et qui passe en fait pour être un peu l'une des plus conservatrices des associations pour les droits civiques, admet tout à fait qu'effectivement c'est une réalité sociale qui existe au sein de la population noire et que c'est un facteur explicatif du recours à l'aide sociale et de la pauvreté. Donc en fait, cette explication, elle devient assez majoritaire, et c'est aussi pour ça que le terme de welfare devient assez largement péjorativement connoté, c'est-à-dire que c'est vraiment ce stéréotype-là qu'on associe de plus en plus au terme de welfare dans les années 60. Il n'y a pas vraiment de contre-discours ou de contre-modèle sur la question des structures familiales africaines-américaines, y compris pour ceux qui s'opposent à la méthode Newberg. Oui, merci pour votre intervention qui est passionnante. Mais je voulais savoir quelle était la spécificité américaine, parce que en France, le thème de l'assistanat est un thème conservateur ancien. Et là, ne serait-ce que récemment, le fait d'associer des activités au RSA, le fait de mettre en cause les fraudes fiscales comme la lutte contre les fraudes fiscales, sociales. Justement, dire que les fraudes fiscales n'étaient pas suffisantes et que la lutte contre les fraudes sociales était essentielle à la diminution de la dette. Est-ce que c'est pas un thème tout simplement universel du conservatisme ? Oui, en fait, effectivement, on peut s'interroger. En fait, je m'interroge à la fin du livre sur est-ce qu'il s'agit vraiment d'une histoire américaine. En tout cas, c'est effectivement des discours qui aujourd'hui semblent extrêmement familiers aux observateurs contemporains, pas nécessairement américains, effectivement. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si au niveau des temporalités, on serait sur la même temporalité. Par exemple, le sociologue dont je parlais, Vincent Dubois, tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé sur la question de la fraude sociale, il attribue vraiment l'essor de cette question aux années 1990. Effectivement, je pense qu'il y aurait effectivement une histoire décloisonnée ou une histoire peut-être des circulations transatlantiques de ces idées, effectivement, de l'argumentaire, de la rhétorique anti-assistanat à écrire, en tout cas, sur laquelle il faudrait effectivement enquêter, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des choses qui ne semblent pas du tout qui semblent extrêmement familières et qui ne semblent pas particulièrement, effectivement, américaines. Là où je pense qu'il y a quand même peut-être une petite spécificité, c'est le fait que c'est la stigmatisation extrêmement forte de l'idée même d'assistance sociale et de prestations sociales. Où là, effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec une connotation très négative à l'idée de welfare, à l'idée de toucher un programme même quand on y a droit et même quand on remplit les critères d'éligibilité. Ça, je pense que quand même, en France, on n'en est pas encore à ce stade. Et voilà. Donc non, mais c'est vrai que c'est une question très très intéressante. Moi, j'avais une petite question à propos de des affaires, l'impact des affaires sur la construction des discours ou des cas spécifiques, par exemple d'une ville où il se passe quelque chose comme ça. Parce que ce que vous avez présenté, ça fait penser un peu à Springfield, Ohio, où, outre le discours absurde de Trump, ça a quand même mis la lumière sur une ville qui a connu subitement un gros afflux de personnes. Je me demandais si on pouvait faire le parallèle et si finalement Springfield, c'est le Newburgh ou pas. Alors, effectivement, ce qui est assez intéressant, dans le côté, une ville qui devient emblématique de quelque chose, à l'époque, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un parallèle aussi historique qui est fait, c'est le parallèle avec la ville de Little Rock dans l'Arkansas, qui en 1957 connaît une vraie crise autour de la déségrégation des écoles, des écoles publiques, donc dans cette ville, dans la capitale de l'Arkansas, où l'État fédéral doit envoyer l'armée pour protéger les écoliers noirs. Et en fait, Little Rock devient vraiment un symbole de la lutte contre le racisme, contre la ségrégation scolaire également. En 1961, il y a quelques personnes qui vont faire ce parallèle en disant Newburgh, c'est le nouveau Little Rock. Donc effectivement, est-ce que maintenant Springfield, c'est le nouveau Newburgh ? Je ne suis pas sûre qu'il y a un retentissement aussi large du cas Springfield qu'il y avait en 1961 avec l'affaire de Newburgh. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je pense par contre,
ce qui est intéressant, c'est que, et c'est vraiment devenu systématique dans le champ lexical et dans les références mobilisées par les conservateurs, peut-être encore plus avec le choix de Vance comme colistier de Trump, c'est l'idée de se référer au local, et au local, j'allais dire, le plus identifiable, pour soutenir justement un discours de dénonciation de l'État fédéral. Il ne faut pas oublier que cette histoire de Springfield, c'est Vance qui la promeut en tant que sénateur de l'Ohio, puisqu'il est toujours sénateur de l'Ohio pour l'instant. Springfield, c'est dans l'Ohio, et c'est lui qui relaye ces fausses informations qui ont été construites, qui ont émergé de manière, on ne sait pas encore tout à fait certain, mais qui ont été promues vraiment par des nationalistes blancs, des nazis, par une extrême droite racialiste. Et lui, il le fait parce que, et ça devient très très présent dans leur discours en ce moment, ah oui, Biden dit qu'il a de très bons résultats, mais si on va voir ce qu'en pense l'échelon local, et ça c'est vraiment devenu un peu un topos de la pensée, du discours conservateur, ce recours au local pour montrer que l'État ment, l'État fédéral ment. C'est assez frappant. Merci. Merci en tout cas. J'ai une question rapide par rapport à aujourd'hui et les années 60. On était en plein macartisme, au plus haut de la guerre froide, à quelques mois de la baie des cochons. Est-ce que dans cette affaire-là, hier comme aujourd'hui, il y avait les États-Unis et le reste du monde, c'est-à-dire que le monde environnement n'impactait pas les débats américains sur, qu'ils soient conservateurs et républicains, sur cette organisation sociale et ce qui était en jeu. Voilà, c'est tout. Alors oui, c'est vrai que voilà, dans les lettres dont je parlais tout à l'heure, effectivement, les lettres envoyées par des citoyens à leurs élus, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, effectivement, que la question de l'assistance sociale, elle est inhérente à la question de la préservation de l'American Way of Life, et qu'effectivement, ces abus sociaux, ces fraudes sociales, c'est une manière d'affaiblir les États-Unis de l'intérieur, et donc effectivement, c'est une manière d'affaiblir les États-Unis dans la lutte contre le communisme, effectivement, et d'affaiblir le modèle américain. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve. Effectivement, la référence communisme, elle est omniprésente, c'est sûr, dans les discours des conservateurs à ce moment-là, même si à ce moment-là, McCarthy est tombé en disgrâce et on est dans une autre phase. Néanmoins, oui, c'est absolument central. Question de... Merci beaucoup. Une toute petite question. Excusez mon ignorance, mais j'aimerais savoir actuellement quelle est l'organisation sociale, l'aide sociale, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des assistantes sociales? Quelle est l'organisation actuelle de l'aide aux plus démunis aux États-Unis? Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le programme dont je parlais tout à l'heure, Aid to Families with Dependent Children, qui est le grand programme de la fin du XXe siècle, il n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été aboli en 1996 donc par l'administration Clinton et remplacé par un nouveau programme qui est un programme donc destiné aux familles monoparentales, mais qui est limité dans le temps, donc on ne peut pas y être éligible plus de 5 ans. Il faut travailler en contrepartie également. Et en fait, depuis 1996, il y a des financements fédéraux qui sont investis dans le financement de ces programmes, mais en fait la gestion de ces fonds est complètement dévolue aux États. Donc en fait l'instrument financier qui met en place, c'est des systèmes en fait de fonds qui sont pas vraiment fléchés par ailleurs. Donc en fait les États reçoivent cette enveloppe qui peuvent et l'utilisation est vraiment extrêmement discrétionnaire. Donc parfois les États utilisent ces fonds pas forcément pour financer le programme en question. Donc ça pose effectivement des gros. Enfin il y a une polémique autour de ça. Et dans les États, la gestion du programme est aussi de plus en plus co-administrée par
par les États et des entreprises privées, en fait. Des entreprises privées qui ont pour mission de remettre les pauvres sur le marché du travail, de leur trouver des contrats. Et en fait, ce qui est assez intéressant, il se trouve que j'ai écouté un podcast très intéressant ces derniers mois qui montre en fait que c'est un système donc, de cogestion publique-privée qui génère aussi énormément d'abus, puisqu'en fait, les entreprises en question touchent des financements de la part de l'État, donc des fonds publics, à chaque fois qu'ils remettent les pauvres, à chaque fois qu'ils font signer un contrat impôt. Donc en fait, ils ont plutôt intérêt à une multiplication des contrats courts plutôt qu'à effectivement trouver une solution pérenne pour les personnes en question. Sachant que par ailleurs, les États-Unis est aussi un pays où le congé maternité n'existe pas. Donc typiquement, pour les femmes seules qui ont un enfant, qui doivent s'arrêter de travailler parce qu'il n'y a pas de congé maternité rémunéré, enfin, ça existe au niveau des accords entre employés et entreprises, mais c'est-à-dire que les travailleurs pauvres, en général, n'ont pas ce genre de clause. C'est des conséquences, effectivement, sociales désastreuses pour les femmes qui ont des enfants et qui doivent avoir recours à ce programme qui, en fait, n'aide pas du tout les gens à sortir de la pauvreté. Oui, entre la candidature de Goldwater et la présidence de Reagan, il y a une administration républicaine sous Nixon. Comment se situe cette administration Nixon dans ce débat autour du nouveau conservatisme ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les années Nixon, ce sont vraiment des années de transition. Effectivement, l'un des grands arguments de Nixon pour l'élection de 1968, c'est vraiment de vilipender les programmes sociaux des années 60, notamment ceux créés dans le cadre de la guerre contre la pauvreté du président Johnson. Et effectivement, Nixon va vraiment instrumentaliser les émeutes urbaines qui ont lieu à la fin des années 60 pour dire, voilà, on a investi dans l'aide sociale, on a investi dans des programmes sociaux et tout ce qu'on en récolte à la fin, ce sont des émeutes dans les grandes villes des États-Unis comme Détroit, Chicago. Donc effectivement, il y a ce fond extrêmement... c'est quelque chose de très fort dans la rhétorique de campagne de Nixon. Néanmoins, c'est pas pendant les années Nixon qu'on va trouver un vrai définancement de ces programmes. Donc effectivement, ça c'est assez intéressant. Il y a des vrais débats historiographiques en fait sur comment positionner Nixon dans l'histoire du libéralisme américain et est-ce que c'est le dernier libéral ou est-ce que c'est le premier conservateur ? Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Néanmoins, ce qui marque aussi la présidence Nixon, c'est la question, ce que je viens d'évoquer, en fait, la question de la dévolution aux États, et effectivement de créer un nouveau fédéralisme où les États fédéraux sont beaucoup plus mis en avant dans la gestion des politiques fédérales et notamment par le transfert de fonds financiers directement aux États. Oui, d'ailleurs, premièrement, je renvoie à l'excellent, voire remarquable livre de Romain Huret qui s'appelle Le cas Nixon, qui est aux éditions des presses de Sciences Po, d'ailleurs, je crois bien. Donc voilà, c'est dommage que Romain soit pas là, évidemment, puisque c'est vraiment un des plus grands spécialistes mondiaux de Nixon. Mais pour compléter simplement, si on essaye de simplifier, il y a un grand contraste entre Nixon, le candidat, qui mobilise déjà certains thèmes de la révolution conservatrice que vient d'exposer, et Nixon au pouvoir, qui est beaucoup plus pragmatique et qui ne rompt pas complètement, et qui n'est pas du tout dans la perspective qu'aura Reagan, et qui ne rompt pas du tout avec un État fédéral, protecteur, dispendieux. Et donc, c'est ce qui nourrit effectivement le débat historiographique, c'est qu'il y a, comme souvent avec Richard Nixon, il y a deux Richard Nixon. Donc, voilà. Bonjour. Oui, je voulais revenir là sur justement le nouveau conservatisme. Et il me semble quand même qu'il y a aussi beaucoup de politiques néoconservatrices qui ont été menées par les libéraux eux-mêmes, sous l'administration par exemple Clinton. Des coupes budgétaires, la destruction de l'État social, etc. Et alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retour en arrière où quand même il y a une culture américaine, surtout dans la première partie du XXe siècle, où le communisme, par exemple aux États-Unis, les idées marxistes, etc., avaient un certain poids à travers dans le milieu intellectuel, à travers des gens comme Jack London ou même Charlie Chaplin, etc. Enfin, il y avait quand même cette présence ouvrière. Et puis le 1er mai, il me semble que la fête du 1er mai vient des États-Unis.
Et aujourd'hui, des personnalités, par exemple, comme Bernie Sanders, peuvent paraître communistes, ou alors même des personnes comme Kamala Harris se font traiter de communistes par Donald Trump. Ça, vous savez, si on commence à regarder tous les gens qui se sont fait traiter de communistes par Donald Trump, la liste est longue quand même. Ça va très très loin sur la droite. Donc, mais il semble qu'il y ait quand même un non-retour où revenir à des politiques sociales, revenir à des politiques comme le New Deal par Roosevelt, etc., semble en fait impossible aujourd'hui. Alors, moi je ferai simplement une réponse politique. Toujours rappeler que Bill Clinton, et on l'a sous-entendu, mais il faut le dire, l'administration Clinton, c'est la victoire, c'est une forme de victoire des conservateurs au sens où l'ennemi adopte une partie à la fois du champ lexical et de la pratique politique, pour deux raisons. Déjà parce que Bill Clinton lui-même, lorsqu'il est gouverneur de l'Arkansas, est aussi responsable donc d'une organisation qui a un rôle essentiel à l'intérieur du Parti démocrate, justement pour l'adoption de ce qu'on appellera plus tard la troisième voie, c'est-à-dire la renonciation à toute référence à l'étatisme, au socialisme. Donc c'est le Democratic Leadership Council, le DLC. Donc Bill Clinton, il a ça dans sa personnalité politique, mais il se trouve qu'en 1994, quand Newt Gingrich, on a parlé, pratique sa nouvelle révolution conservatrice, Clinton, il est bien embarrassé parce que l'élection présidentielle de 1996 s'annonce mal. Et là, et aujourd'hui, quand même, les premiers historiens de l'époque Clinton on s'en doutait, mais le montrent. Il y a l'influence à ses côtés de celui qui devient son nouveau spin doctor, son nouveau conseiller occulte, qui est Dick Morris, et qui est vraiment un personnage extrêmement sulfureux, qui a ensuite connu des mésaventures de toutes sortes, mais qui, pour vous dire, aujourd'hui a longtemps été, ensuite par la suite, éditorialiste sur Fox News. C'est-à-dire que Morris, c'est vraiment là la présence d'un véritable conservateur au sein d'une Maison Blanche traditionnellement démocrate. Et c'est à ce moment-là, 95-96, que l'administration Clinton plonge au nom de ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire j'adopte une partie des théories de l'adversaire pour m'imposer électoralement. Et c'est à ce moment-là, en particulier, qu'est complètement réformée l'assistance sociale par Clinton. Et oui, absolument, c'est aussi une transition qu'on trouve à l'intérieur du Parti démocrate également. Le livre, en fait, il se termine avec la crise fiscale de la ville de New York à la fin des années 70. À la fin des années 70, la ville de New York a une dette municipale extrêmement importante et en fait peine à rembourser ses créditeurs et va faire appel à l'État fédéral pour avoir des garanties et pour réussir à obtenir des prêts bancaires. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment être instrumentalisé pour montrer, et l'État fédéral de l'administration Ford à ce moment-là va accepter effectivement de soutenir la ville de New York si la ville de New York renonce à un certain nombre de ses employés municipaux. Donc effectivement, la ville de New York va renvoyer énormément de personnel dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bibliothèques. Et en fait, l'exemple de la crise fiscale de New York est vraiment présenté à l'époque comme le symbole de la fin du libéralisme hérité du New Deal, et également par les démocrates de New York eux-mêmes. En fait, c'est très intéressant, je pense, de voir la trajectoire des démocrates new-yorkais à ce moment-là. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'est élu Moynihan, dont Corentin a parlé tout à l'heure, qui est un néoconservateur en fait, et pour qui la question de l'assistance sociale est absolument centrale. Et effectivement, les démocrates, à partir de la fin des années 70, et effectivement Clinton et les nouveaux démocrates des années 80-90 en sont vraiment l'héritier, vont essayer de se distancer le plus possible de cette image des démocrates, alors qu'ils sont surnommés de manière péjorative tax and spend, donc ils taxent et ils dépensent. Voilà. Et ça, c'est effectivement un label, une expression très insultante à leur égard, dont les démocrates vont essayer vraiment de se détacher. Dans les années 80, effectivement, les candidats démocrates aux élections présidentielles contre Reagan, contre Bush, connaissent des défaites extrêmement fortes, extrêmement importantes. Et effectivement, l'idée des nouveaux démocrates comme Clinton, comme Al Gore également, ça va être de faire en sorte effectivement d'incarner
cette troisième voie en contraste avec le libéralisme hérité du New Deal. Dans le contexte plus contemporain, c'est vrai que des figures comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, enfin tous ces nouveaux nouveau ou pas nouveau, mais en tout cas qui se réclament d'une forme de socialisme et du parti socialiste américain, qui s'appelle DSA. Effectivement, ça tranche un peu avec ces années de refonte beaucoup plus centriste du parti démocrate. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière pour autant? Je suis pas sûre. Enfin, bon, je me prononcerai pas, je ferai pas de pronostic. Ça me semble peut-être pas. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez un lien, quel lien vous pouvez faire au bout des parallèles avec Projet 2025, qui est un programme plus ou moins assumé ou idéologie, on va dire, voilà. Est-ce qu'il y a des liens ou lesquels vous pouvez faire? Alors effectivement, le projet. Non, oui, le projet 2025, c'est le projet organisé par des think tanks néolibéraux comme Heritage Foundation pour nourrir la campagne de Donald Trump. Moi, j'ai pas forcément vu de référence directe à l'assistanat dedans, mais peut-être que toi, oui. En fait, donc le projet 2025, déjà symboliquement, ça montre. L'Heritage Foundation, c'était un think tank vraiment conservateur, traditionnel, réganien, etc. Ce que ça montre déjà, tout ce projet, c'est la prise de contrôle totale de tous les organismes qui gravitent. Alors, les structures partisanes sont beaucoup plus souples au sens où les partis avaient déjà sous-traité beaucoup de choses à ces fondations, à ces think tanks. Mais en tout cas, Trump et les siens, ils partent de la Maison-Blanche en se disant qu'ils n'ont pas perdu, ça c'est fondamental. Ils n'ont pas perdu, et que s'ils ont été vaincus, c'est parce qu'à l'intérieur de l'État fédéral, il y avait des taupes, des obstacles qui ont tout fait, donc c'est le fameux État profond. Mais c'est très intéressant parce que c'est leur conviction, ils ont ça vraiment chevillé au corps. Et donc ils se disent, il faut penser un programme qu'on pourra appliquer dès le premier jour. Parce que Trump, quand il est arrivé en 2017, comme il avait pris un peu le parti par effraction, qu'il avait un entourage extrêmement faible et qu'il s'est retrouvé, selon ses partisans, face à un État peuplé de démocrates, il faut repeupler cet État. Et c'est le premier. Alors, le projet 2025, premier objectif, c'est de former un corpus idéologique à partir duquel il y a une campagne de recrutement qui est dirigée à l'intérieur de la Fondation Héritage par John McEntee, qui a été le dernier directeur du personnel de la Maison-Blanche sous Trump, et qui est chargé, en parallèle du projet 2025, de recruter les futurs cadres de l'administration, ceux qu'on va nommer au poste, le futur président nommera au poste politique. Et en quelque sorte, le projet 2025, c'est le catéchisme sur lequel ces futurs hauts fonctionnaires devront prêter, en quelque sorte, serment de loyauté. Et c'est un programme extrêmement détaillé. Alors aujourd'hui, vous savez, il a été mis en sommeil puisque Trump avait du mal à le défendre. Mais si on allait dedans, ce qui était très intéressant, c'est qu'il portait au paroxysme. C'est un programme à la fois, c'est très paradoxal, c'est un programme c'est une méthode pour s'approprier l'État et en même temps pour... En ce qui concerne les politiques sociales et les politiques économiques, de réduire au plus possible l'État fédéral. L'État devant se recentrer, quand on lisait, en priorité sur sa principale dimension régalienne de lutte par tous les moyens contre l'immigration. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc effectivement, on retrouvait... et c'était ça aussi qu'avait du mal à défendre Donald Trump, parce que ça amène sur quelque chose d'intéressant. C'est que Donald Trump, dans son discours, il est toujours extrêmement flou sur les programmes sociaux. C'est-à-dire que lui aime bien se présenter... Par exemple, on l'oublie souvent. Alors évidemment, comme c'est Trump, comme c'est dit de manière amusante, dérisoire, enfin je sais... Mais quand il voulait remplacer Obamacare, par exemple, pour l'assurance maladie, il disait jamais je veux supprimer Obamacare, je vais couper les dépenses, dans une rhétorique conservatrice traditionnelle. Il dit toujours bon, je vais remplacer ça par quelque chose de mieux. Oui, alors, vous voyez, on rigole. Mais politiquement, ça a du sens.
Ça veut dire qu'il n'est pas dans la rhétorique conservatrice de maîtrise des coûts, de réduction des dépenses. Il est dans l'idée, on ne peut pas gagner une élection, et on voit qu'il adopte à peu près la même rhétorique floue sur l'avortement. En gros, il dit, je ne peux pas gagner une élection en étant dans la radicalité que proposent les républicains, que ce soit par exemple les conservateurs fiscaux, ceux qui sont contre l'assistanat, ou les conservateurs évangéliques concernant l'avortement. Donc, il faut que je mette du flou dans mon discours et que je me présente en tout cas comme une sorte de personne beaucoup plus pragmatique que ça. Et c'est en ça qu'il était gêné par le projet 2025. Parce que le projet 2025, il n'y avait pas une once de pragmatisme. C'était la pureté idéologique, puisque le but, c'était que ceux qu'on allait recruter, ils jurent qu'ils allaient appliquer ça de A jusqu'à Z. Et c'est pour ça qu'il a demandé à son retrait. Parce qu'il était extrêmement gêné par rapport à cette nouvelle rhétorique qu'il voulait adopter.